Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais avant d'accueillir Ardavan Amir Aslani, j'accueille Didier Maisto, notre partenaire du jour. Bonjour Didier. Bonjour à tous. On se tourne, Didier Maisto, qu'on ne présente plus, un journaliste indépendant, ancien président de Sud Radio. On se tourne vers notre invité vidéo. Vue de haut. Bonjour Ardavan Amir Aslani. Bonjour monsieur. Vous êtes donc avocat d'affaires, essayiste, analyste des enjeux géostratégiques et politiques, économiques et religieux du Moyen-Orient. Auteur dernièrement, on va citer vos livres récents, La République islamique d'Iran est en crise systémique aux éditions L'Harmattan, Le siècle des défis aux éditions L'Archipel ou encore Arabie Saoudite de l'influence à la décadence toujours aux éditions L'Archipel. Et aujourd'hui, nous vous recevons pour un nouveau livre sur une puissance évidemment majeure aujourd'hui qu'il convient de comprendre complètement, qui est la Turquie. Donc ce livre, La Turquie, nouveau califat aux éditions L'Archipel. Et je propose de commencer par la fin de votre livre et par l'actualité, puisque l'importance de comprendre ce pays est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que l'année 2023 pour la Turquie est une année d'élection présidentielle et c'est une année très indécise pour les élections. Année indécise, avec des enjeux réels. Et puis année symbolique, puisque cette année marque le centenaire de la création de la République turque par Mustafa Kemal, dit Atatürk, le père des Turcs. Sauf qu'on est bien loin, si j'ose dire, de la vision initiale de Mustafa Kemal. Il y a un siècle, il a voulu créer une république qui incarne la laïcité, un mode de vie à l'occidental et une vision moderniste de ce qu'il voyait pour son pays. Un siècle plus tard, nous avons une république devenue quasi islamique, avec un frère musulman à sa tête, qui cherche en fait à recréer ce qu'Atatürk a voulu bannir, c'est-à-dire l'Empire ottoman, un nouveau califat, et également le panturquisme, la volonté de la Turquie de prendre le rôle de parrain de l'ensemble du monde turcophone. Donc on est bien loin de l'espoir d'Atatürk. Effectivement, et on va revenir sur cette situation. Et en fait, le fil rouge de votre livre, c'est finalement cet écart entre ce projet civilisationnel que veut porter Erdogan et puis la réalité effectivement de la Turquie, les difficultés économiques, les attentes du peuple également, puisqu'on est dans une population en plein changement. Et puis voilà, ces trois mots, ces trois concepts qu'on va aussi développer, qui qualifient en fait la stratégie, ou en tout cas la vision de la Turquie d'Erdogan, qui sont le califat, le néo-ottomanisme et le pantouranisme. Alors le pantouranisme, c'est un mot sur lequel on reviendra, parce que c'est peut-être pas très connu chez nous, chez nous Européens, mais je propose de revenir un petit peu sur effectivement ce Erdogan, son passé, d'où il vient, puisque c'est quand même aussi un symptôme, finalement il se construit en opposition avec l'autre grande figure dont vous avez parlé, qui est Mustafa Kemal. C'est quelqu'un qui a un parcours véritablement en opposition à Kemal et à Atatürk. En totale opposition. Il a commencé sa carrière quand il a réussi à se faire élire comme maire d'Istanbul. À l'époque, il se présentait un peu comme un poète. Mais en quoi consistait sa poésie ? Il avait par exemple pour habitude de dire que nos minarets vont représenter nos fusils. Donc voilà, vous avez aujourd'hui, dans cette phrase, la traduction de toute sa pensée, c'est-à-dire remettre l'islam au devant de la scène politique en Turquie et, avec les armes, réimposer un prestige qu'il considère révolu de ce que fut naguère l'Empire ottoman. Vous avez résumé les trois axes que j'essaie de développer dans ce livre. D'abord, le néo-ottomanisme. Qu'est-ce que le néo-ottomanisme ? C'est pas simplement, si vous voulez, vouloir revenir sur la dimension allégorique de ce que fut naguère l'Empire ottoman, le grand enfant malade de l'Europe d'ailleurs. C'est pas comme si on voulait personnifier l'Amérique. Le néo-ottomanisme, ça se traduit par ce qui qualifie ce régime d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'agression. L'agression, si vous voulez, en matière énergétique en méthane orientale, avec des forages en toute illégalité, en méthane orientale, dans les eaux d'exploitation exclusive en mer de la Grèce, de Chypre, à l'issue d'un accord qu'il a réussi à régulariser avec la Libye. C'est des heurts quotidiens avec l'aviation grecque, c'est les bombardements sur les populations kurdes au nord de l'Irak et au nord de la Syrie. C'est ça le néo-ottomanisme.
Mais il y a aussi le califat, puisqu'on a oublié que l'Empire ottoman incarnait le pouvoir séculier au sein de la personne de l'empereur, mais également, si vous voulez, la dimension religieuse. Puisque ce qui crédibilisait l'Empire ottoman, c'était justement la présence au sein de son territoire de deux villes saintes de l'islam que sont la Mecque et Médine, pendant 1000 ans. Donc il considère qu'il a autant de légitimité, sinon plus que les Saoudiens, d'assumer ses rôles. Eh bien, dans cette démarche, si j'ose dire, dans cette démarche vers le califat, il réintroduit les faits religieux, si vous voulez, dans la cité, à un tel point que la société turque a changé. Même l'opposition, qui est censée poursuivre la pensée de Mustafa Kemal Atatürk, aujourd'hui a proposé que le droit de porter le foulard soit inscrit dans la constitution turque. C'est dire l'évolution que la désignation d'Atatürk a entraînée en 20 ans. Eh bien, il essaye aujourd'hui de prendre le leadership du monde musulman sunnite. Il l'a démontré en déployant les troupes en faveur du gouvernement de Serraj islamiste à Tripoli, à Tripoli en Libye. Il le démontre de manière quotidienne dans le port du foulard, si vous voulez, qui est encouragé vivement dans ce pays. Je me souviens, la première fois que je me suis rendu sur place à Istanbul, c'était il y a 35 ans, place Taksim, qui est un peu la place emblématique d'Istanbul. Il n'y avait pas une seule femme qui portait le foulard. Aujourd'hui, vous y rendez, il n'y a pas une femme qui ne porte pas le foulard. Et le troisième volet, le pantouranisme ou le panturquisme, l'expression plus connue en France. En fait, cette expression pantouranisme vient du persan. C'était le grand poète persan Ferdowsi qui a identifié les ennemis de la Perse en la personne des Turcs. D'où l'opéra Turandot que tout le monde connaît, la fille de Turan. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Turquie aujourd'hui a envie de s'ériger en une sorte de parrain de l'ensemble du monde turcophone. Même s'il n'y a aucun point commun entre un Turc d'Istanbul, dans la manière avec laquelle il s'exprime en turc, et un Turc d'Almaty au Kazakhstan, il considère que comme ses origines viennent de là-bas. D'ailleurs, physiquement, quand vous regardez les Turcs d'aujourd'hui, il n'y a aucun point commun avec les Kazakhs. Les Turcs d'aujourd'hui en Turquie sont arrivés 60 000 hommes à cheval, et se sont liés avec les femmes qu'ils ont trouvées sur place, qui étaient davantage des Européennes qu'autre chose. Et aujourd'hui, le pantouranisme se traduit également dans la violence. On le voit avec le soutien que la Turquie a apporté à l'Azerbaïdjan dans cette guerre absolument abominable, au mépris du droit international de la guerre que l'Azerbaïdjan a menée à l'encontre du peuple arménien, allant jusqu'à nier l'existence historique de ce peuple sur place en reprenant le berceau historique de l'Arménie que le Haut-Karabakh. Donc c'est autour de ces trois axes qu'il essaie de développer, déployer sa politique internationale qui est une réelle menace pour l'Occident. Effectivement, juste avant de donner la parole à Didier Maisto, il faut quand même expliquer aussi que, et vous le pointez bien aussi dans votre livre, cette politique et cette vision que porte Erdogan de la Turquie, c'est en opposition à Mustafa Kemal, mais c'est aussi un symptôme de l'échec de Mustafa Kemal qui, juste après donc, la chute de l'Empire ottoman, après la guerre, a voulu créer ce nouveau régime occidentalisé, laïque, nationaliste turc et non plus impérial, qui a voulu donc rompre avec le passé ottoman de la Turquie, et ça a été finalement, même le projet de la laïcité, assez mal perçu par la population elle-même, qui il y a eu un découplage entre les élites et le peuple, et justement Erdogan vient de ce peuple assez modeste qui lui est resté attaché au passé ottoman et puis à la religion islamique. Vous avez parfaitement résumé la situation. Atatürk incarnait une certaine vision moderne, je dirais même occidentale, de ce que doit être la gouvernance d'un État. Et il incarnait en fait ce symbole au sein d'une population où les personnes qui adhéraient à cette thèse étaient largement minoritaires. La pensée d'Atatürk a été acceptée par la population stamboulite, la population éduquée d'Ankara, ayant fait des universitaires, regardant vers l'Occident comme étant une sorte de mode de sauvetage pour cette Turquie qui ne connaissait que l'échec. Et l'immense majorité composée de Turcs illettrés issus de la paysannerie n'adhérait pas, ne comprenait même pas ce que racontait Atatürk. C'est-à-dire que la pensée d'Atatürk concernait principalement les milieux stamboulites. Erdogan vient exactement en direction opposée. Ce qui lie les deux hommes, en fait, c'est la volonté de recentrer l'Empire ottoman sur la turquitude. Parce qu'on oublie qu'au sein de l'Empire ottoman, les turcophones représentaient 40% de la population. L'immense majorité étaient des personnes d'autres nationalités, des Bulgares, des Kurdes, des Grecs, etc. Et la volonté de voir concentrer tout le monde dans la turquitude est une volonté partagée par les deux candidats. Mais ça s'arrête là.
Ça s'arrête là parce que Erdogan a introduit la dimension religieuse. Et la volonté principale d'Atatürk a été d'écarter, de bannir et mettre au banc de la société le fait religieux qui, pour lui, est un facteur rétrograde qui a entraîné la Turquie moderne vers un passé peu glorieux. En interdisant, par exemple, le port de vêtements religieux, en interdisant aux membres du clergé sunnite d'organiser des événements publics, en imposant un mode de vie à l'occidental, y compris en termes d'accoutrement. Eh bien, Erdogan fait le chemin inverse. Et l'introduction de ce fait religieux, de l'islam, a un impact réel à tous les aspects de la société. Et il était naguère associé avec un autre religieux qui s'appelait Fethullah Gülen, qui est aujourd'hui en exil aux États-Unis. Il a profité de la tentative de coup d'État qui n'a pas fonctionné afin de décapiter l'armée, mettre ses amis islamistes au pouvoir, décapiter l'appareil judiciaire et pour en faire un appareil aux ordres. Et on l'a bien vu, les deux autres candidats d'opposition qui en termes d'âge personnifient la jeunesse ont été bannis du droit de se présenter. Le maire d'Istanbul, le maire d'Ankara. Et en fait, un dernier volet, aujourd'hui, avec le symbolisme qu'il véhicule, sa femme qui porte le foulard, l'esprit de fatalisme qu'il incarne à travers l'islam, le tremblement de terre que nous avons connu, qui a mis au devant de la scène la corruption, qui gangrénait le pouvoir d'Erdogan, chaque fois qu'il est confronté à une tragédie, il dit c'est la volonté d'Allah. On est bien loin de la gouvernance rationnelle à l'occidental qu'incarnait Atatürk. Didier Maisto. Oui, c'est un livre, je voudrais dire déjà passionnant. Merci, la Turquie de Khalifa, non, parce que en fait, vous mettez bien. D'abord, il y a un rappel historique, une mise en perspective, et je dirais, vous mettez bien en exergue l'ambivalence de ce pays et de ce peuple. Il ne sait pas finalement s'il doit lorgner vers le monde occidental, vers l'Europe. Ce que traduit d'ailleurs la position d'Istanbul. Hein. On est à cheval entre deux continents. Et il y a un peuple un peu perdu, qui s'interroge d'ailleurs sur lui-même, et ça, je trouve que vous le démontrez très bien. Aujourd'hui, effectivement, au mois de juin, enfin mai-juin, il y aura l'élection présidentielle, et on voit que c'est quand même assez... Bon, l'opposition a réussi tant bien que mal à s'unir, parfait. Est-ce que finalement... Vous parliez des femmes voilées, etc. Ce qui est réel dans la société turque d'aujourd'hui, c'est évidemment un recul par rapport aux libertés conquises, à la laïcité telle qu'elle avait été mise en place par Atatürk, consacrée par la Constitution. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce côté un peu métastable ne va pas basculer en raison d'une situation économique catastrophique? Est-ce que ça ne veut pas être le juge de paix au moment d'aller dans les urnes? Parce qu'on sait aussi que Erdogan est une bête politique, qu'il est très bon en meeting, qui sait faire vibrer la fibre nationale et aussi islamique. Quel est, alors je ne vais pas dire un pronostic, mais est-ce que finalement ça ne va pas beaucoup peser cet aspect économique des... Vous avez parfaitement raison dans votre description de la situation. D'ailleurs, les sentiments de crainte de l'opposition se manifestent dans leur organisation même. Ce sont les 6 partis d'opposition qui se sont réunis et afin de pouvoir se fédérer, ils ont choisi le président du parti majoritaire parmi ces 6 partis afin qu'il puisse symboliser l'opposition par rapport à Erdogan. C'est un homme qui s'appelle Kılıçdaroğlu, qui n'est pas très jeune, qui n'est pas très charismatique, mais qui en tout cas a réussi à fédérer cet ensemble. Il n'en demeure pas moins que nous ne sommes pas dans une situation, malgré ce que certains médias peuvent indiquer, où Erdogan serait écrasé aux urnes. Moi, je donne personnellement les chances d'Erdogan de gagner ou de perdre à 50-50 à peu près. Le tremblement de terre a traduit en fait le fatalisme aujourd'hui qui menace la Turquie. La population, si vous voulez, qui l'a toujours soutenu, qui va continuer à le soutenir, le soutient non pas sur des bases économiques, qui serait quelque part une démarche rationnelle, mais en termes, si vous voulez, d'un regard assez iconoclaste, assez nostalgique sur ce que fut le passé de la Turquie. C'est-à-dire qu'en Erdogan, il voit quelqu'un qui symbolise une Turquie moderne, puissante, qui fait peur à l'Europe. C'est devenu un critère de fierté, si vous voulez, pour cette population turque, qui a été frustrée à l'issue de 20 ans de tentatives d'intégrer l'Europe, et à chaque fois ayant subi des échecs à tous les niveaux. Eh bien, pour eux,
Erdogan, c'est le symbole du retour de la Turquie, c'est le symbole de la puissance, c'est le Turc à cheval courant dans les steppes et qui domine et qui fait peur. C'est un critère qui, à mon sens, va primer sur d'autres critères qui se présentent. Il n'en a pas moins que l'économie. Justement, une question connexe qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. Vous en parliez, c'est l'adhésion toujours repoussée de la Turquie à l'Union européenne. Selon vous, alors il y a un débat, hein, ça fait 20 ans effectivement que ce débat a lieu dans la société française. Faut-il la Turquie pour justement lui permettre de se normaliser, de l'arrimer. Didier Maistre, on a des problèmes de connexion avec vous. On a manqué votre mot, le mot que vous avez dit faut-il, et ensuite on n'a pas entendu malheureusement. Alors je dis, il y a un débat dans la société française depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, sur l'adhésion ou non de la Turquie à l'Union européenne. Selon vous, faut-il arrimer la Turquie à l'Union européenne pour lui permettre justement de s'occidentaliser, de normaliser un peu ces rapports et de retrouver une forme de laïcité, des valeurs plutôt occidentales, ou faut-il la laisser en dehors parce que justement il y a une menace islamiste avérée qui ferait encore basculer l'Europe dans quelque chose avec des fronts. Si vous voulez, merci pour cette question qui est très pertinente. On est européen dès lors que l'on représente un partage de valeurs. On est européen parce que l'on est chrétien, on est européen parce que on parle une langue européenne, on est chrétien parce qu'on parle de valeurs communes avec l'Europe, le respect de l'autre dans ses différences, la démocratie, etc. La Turquie, à part, si vous voulez, moins de 10% de son territoire, qui géographiquement est situé au sein du continent européen, n'a rien à voir avec l'Europe. Mais rien. Ils parlent une langue turco-mongoloïde, leur religion est l'antithèse de ce qu'est le christianisme, ils n'ont aucune valeur par ailleurs de partage avec l'Europe. Je pense que la question de l'intégration de la Turquie au sein de l'Union européenne est réglée une fois pour toutes, et c'est un non ferme et définitif que les Européens ont envie de prononcer, mais que leurs dirigeants, par crainte justement de ce monstre que devient la Turquie, n'osent pas prononcer. La Turquie n'a rien d'un pays européen. Rien. D'ailleurs, je dirais même que la Turquie est en conflit avec l'Europe. La Turquie est un pays qui occupe, si vous voulez, la moitié d'un membre de l'Union européenne que Chypre. La Turquie est un pays qui a des vues territoriales sur la Grèce, un autre membre de l'Union européenne. La Turquie a envie de revenir sur l'esprit du traité de Sèvres, a envie de renégocier, si vous voulez, les dispositions du traité de Lausanne et de récupérer un certain nombre d'îles grecques qui sont proches de ses frontières. La Turquie fait des menaces de chantage régulièrement à l'encontre de l'Europe en disant qu'ils vont ouvrir du jour au lendemain les vannes pour permettre aux 5 millions de réfugiés que la Turquie héberge sur son territoire sur l'Union européenne et déstabiliser l'institution. Où est la dimension européenne de la Turquie? Et si à chaque fois qu'il y a un État menaçant au voisinage de l'Europe qui se présentait, on ne trouverait qu'une seule solution, c'est-à-dire de les arrimer à l'Europe dans l'espoir qu'ils puissent, si j'ose dire, adopter une démarche plus convenable, eh bien à ce moment-là, pourquoi ne pas l'ouvrir à la Corée du Nord? Je pense aujourd'hui que la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne est terminée. D'ailleurs, ils le savent, d'où leur regard vers l'Est, d'où le panturquisme, d'où leur volonté de davantage présent en Asie centrale qu'en Europe centrale. Absolument, c'est la question, et d'ailleurs, c'est justement, je vais rebondir sur ce que vous dites, non seulement c'était peut-être pas souhaitable pour l'Union européenne, mais la Turquie ne le souhaite pas elle-même, et c'est aussi ce que montre votre livre. On a une historicité des relations internationales et de la géopolitique de la Turquie, effectivement, avec donc cette Turquie laïque, républicaine et démocratique, qui justement faisait figure d'exception dans le paysage musulman, et qui, pour cela, attirait beaucoup de monde, et notamment l'État d'Israël, qui a été longtemps le seul État, la Turquie a été le seul État musulman à entretenir des liens avec Israël et donc avec l'Occident. Et puis on a depuis une dizaine d'années cette relation de plus en plus compliquée avec l'Occident, avec l'Europe, particulièrement avec la France, avec une crise dans les dernières années qui a été très forte et très ressentie en France, et aussi un retour vers la Russie, notamment pendant la guerre en Ukraine, et vers la Chine, qui est assez flagrant et qui donc montre finalement le tournant que prend la Turquie dans les relations internationales. Vous avez intégralement raison. Le problème de la Turquie, c'est qu'ils n'ont pas réellement une vision géopolitique et géostratégique. Ils ont une démarche pragmatique qui vise à satisfaire leurs enjeux à l'instant T.
Même sur la question russe que vous avez mentionnée. La Turquie vend des drones à l'Ukraine, en même temps garde des relations proches avec la Russie. Tout ça dans l'espoir, si vous voulez, que la Turquie puisse avoir son mot à dire à l'issue de ce conflit sur la population tartare d'origine turque qui occupe la Crimée en grande partie. La Turquie aujourd'hui regarde vers l'Est, c'est vrai, et ce regard vers l'Est, c'est la conséquence en partie de leur frustration par rapport à l'Europe, mais c'est également un retour vers leurs origines naturelles. Les Turcs aujourd'hui ne veulent pas de l'Europe parce qu'ils ne s'identifient pas avec l'Europe. Et ils sont en conflit, si vous voulez, ouvertement avec ce que l'Europe incarne, c'est-à-dire une sorte de civilisation chrétienne avec les valeurs chrétiennes. Regardez leur comportement à l'égard de l'Arménie. Premier royaume chrétien du monde, ancré, si vous voulez, au sein de l'Europe. L'Arménie, personne n'envisage de faire entrer l'Arménie au sein de l'Europe alors qu'ils sont à nos frontières et ils ont des valeurs communes. On regarde vers la Turquie. Donc je crois qu'une fois pour toutes, il faut mettre un terme à ce rêve infondé que la Turquie puisse incarner l'Europe. La Turquie, aujourd'hui, est un État oriental. C'est un État qui n'a pas envie d'être occidental et c'est un État qui s'est forgé par opposition par rapport à l'Europe. On est français parce qu'on n'est pas allemand. Eh bien, on est turc parce qu'on n'est pas grec. On n'est pas bulgare, on n'est pas européen. Donc, je ne pense pas que cette question-là figure à l'agenda. C'est un peu, si vous voulez, comme la notion de la question du couple franco-allemand, qui n'est qu'une question française. Vous ne verrez aucun livre en Allemagne, ni aucun journal qui parle du couple franco-allemand. Eh bien, la question de l'adhésion de la Turquie... Fort, il y a des journalistes qui vont mal le prendre. Ah oui, la question de l'adhésion, si vous voulez, de la Turquie à l'Union européenne, c'est une question européenne. Personne en Turquie n'a envie que ça se fasse. Justement, c'est ça qui est vraiment intéressant dans le monde multipolaire tel qu'il se dessine aujourd'hui, c'est que, in fine, la Turquie ne peut pas vraiment trouver sa place. Et effectivement, elle s'est bâtie contre l'Europe. Et je suis d'accord avec vous. Bon, maintenant, j'ai posé la question, évidemment, parce qu'il faut la poser, mais que ce débat est réglé, je pense définitivement, il ne faut jamais dire définitivement, mais pour longtemps. Mais pour autant, même si on voit de nouvelles alliances, notamment la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec des pays du Golfe, avec des pays aussi africains, avec une influence toujours grandissante, on voit que le pivot que pourrait constituer la Turquie, ça ne marche pas vraiment. Et même s'il lorgne vers l'Est, on ne voit pas aujourd'hui la Turquie faire un bloc cohérent avec, par exemple, la Russie. Vous avez raison. La Turquie, si vous voulez, il y a deux Turquies en fait, ce qui peut traduire en fait ce malentendu que la Turquie génère à l'échelle internationale. Les 10 premières années d'Erdogan, c'était une explosion économique. La Turquie est devenue la 10e puissance économique au monde, à coup d'argent public que Erdogan a dispensé. Ensuite, il y a la deuxième tranche, c'est-à-dire les 10 dernières années, où la Turquie, en fait, du fait justement de cette politique erratique internationale économique de Erdogan, est partie en vrille. Aujourd'hui, si vous voulez, l'inflation en Turquie est de 80%. La Turquie n'a pas les moyens financiers qu'elle avait. Officiellement, parce que selon des études, elle est à plus de 180%. Beaucoup de gens disent ça, mais officiellement, en tout cas, même 80%, c'est pas glorieux, si vous voulez. C'est pas glorieux. Donc, en tout cas, l'économie est aux abois, le chômage explose, le pays n'a pas les moyens de ses ambitions internationales, le pays n'est pas tellement proche de la Russie. Rappelez-vous que l'aviation russe a subi une tragédie lorsque les Turcs ont tiré sur un MiG russe et ils l'ont abattu. La Turquie aujourd'hui est en conflit avec l'Iran, justement de par leur volonté d'imposer le panturquisme en Asie centrale. Ils se retrouvent en conflit avec l'Iran, car la Perse, donc les ennemis historiques des Turcs, qui ont des points communs civilisationnels, culturels et linguistiques avec ce pays. La Turquie, aujourd'hui, se tait sur la question des Ouïghours, si vous voulez, qui sont les vrais Turcs historiques en Chine. Donc je vois difficilement comment est-ce que la Turquie pourrait avoir des relations apaisées, rationnelles, avec des arguments de fond, avec ces nouveaux empires qui se créent. La Turquie d'Erdogan a envie de redevenir un empire, mais enfin pour avoir cette envie-là, encore faut-il avoir les moyens ne sont pas là. C'est pour ça que ce pays devient dangereux. Il y a quelques années, ils avaient comme Premier ministre un ancien ministre des étrangers qui s'appelait Ahmet Davutoglu. Et sa phrase bien connue, la Turquie veut zéro problème avec ses voisins. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul voisin avec lequel la Turquie entraîne des relations qui n'a pas de problème avec la Turquie. Ils sont en conflit avec l'Irak, en conflit avec la Syrie, ils sont en conflit avec l'Union européenne à travers la question grecque, la question chypriote. Ils
sont en conflit avec l'Iran, ils sont en conflit avec le monde des pétromonarchies arabes du Golfe Persique, parce que la vision islamiste d'Erdogan est en conflit avec la version musulmane des pétromonarchies, qui est une version fondée sur un triangle où la légitimité du pouvoir vient par la distribution des richesses du haut vers le bas, alors que lui, il incarne la version des frères musulmans, la légitimité vient par l'exercice de droit de vote du bas vers le haut. Il est en conflit avec tout le monde, mais il continue de vivre dans ce rêve qu'il espère voir réaliser, mais qui n'aboutira qu'à des conflits. Et d'ailleurs, juste sur la question, ensuite on doit faire un point sur les informations, mais la question notamment de l'immigration, qui est une question centrale pour les relations européennes et turques, ça aussi c'est extrêmement compliqué. On sait que la Turquie et l'Europe ont signé il y a quelques années un accord qui visait à ce que l'Europe finance 6 milliards par an la Turquie pour le peu qu'elle se contente de garder les migrants chez elle. Et au final, on voit aussi que là aussi, Erdogan ne respecte pas du tout cet accord et qu'il fait un véritable chantage aux Européens. Au quotidien, tous les 3 jours, il ouvre les vannes, il y a quelques milliers de personnes qui passent, qui créent des problèmes, si vous voulez, dans l'Est de l'Europe, et jusqu'à ce qu'il obtienne une concession. Nous avons réellement affaire à un maître chanteur. Il faut se ôter de la tête cette image d'une Turquie moderne, tolérante, ouverte, un pays ami, pour comprendre que réellement, nous avons à nos frontières aujourd'hui un pays potentiellement avec lequel il peut y avoir un conflit armé. Si Erdogan est réélu, par exemple, le 14 mai prochain, s'il est réélu, qu'est-ce qui nous garantit qu'il va rester au sein de l'OTAN ? Il n'y a plus de sa place puisqu'il a déposé des missiles S-400 antiaériens russes sur la frontière de l'OTAN à Incirlik. C'est quelqu'un qui est en conflit avec l'Europe. Donc, s'il sort de l'OTAN, que va-t-il se passer ? Est-ce que les Serbes vont de nouveau trouver le moyen de récupérer leur berceau historique dans le Kosovo ? Est-ce qu'on aura un deuxième foyer de guerre au sein de l'Union européenne, sur le continent européen ? On n'en sait rien. Effectivement. Alors, on continue évidemment d'en parler de cette Turquie. Est-ce que c'est un nouveau califat ? Avec Ardavan Amir Aslani, avocat d'affaires et analyste géopolitique, et puis avec Didier Maisto. Mais tout de suite, on fait un point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Vue de haut. Et nous sommes toujours avec Didier Maisto, journaliste indépendant, ancien président de Sud Radio, et Ardavan Amir Aslani, donc avocat essayiste, analyste des enjeux géostratégiques et politiques, économiques et religieux du Moyen-Orient, pour ce livre passionnant, La Turquie, nouveau califat aux éditions de l'Archipel. Juste avant de rendre la parole à Didier Maisto, un simple point constitutionnel sur la Turquie, puisqu'on sait que Erdogan est depuis 20 ans au pouvoir. Combien de temps il peut se représenter ? Est-ce qu'il y a une limite de mandat pour la Turquie ? Il n'y a pas de limitation de durée. Donc il peut se présenter ad vitam aeternam. D'ailleurs, c'est l'une des questions que l'on se pose. Dans un pays qui connaît une histoire tumultueuse en termes d'alternance de gouvernance, qu'est-ce qui nous garantit, pour le cas où il devait perdre les élections, qu'il quittera le pouvoir en serrant les mains de l'opposant victorieux ? Je ne suis pas certain. Il a un projet civilisationnel. Ce n'est pas un mandat économique. Donc moi, je pense qu'il y a de grandes chances, s'il devait perdre des élections, de contester les résultats et de faire un coup d'État institutionnel. Effectivement. Didier Maisto. Oui, vous écrivez dans votre conclusion, au croisement des politiques diplomatiques et économiques d'Erdogan se trouve son unique porte de sortie, objet de tous les espoirs pour Ankara, l'idée proposée par Vladimir Poutine de faire de la Turquie un hub gazier. Elle symbolise toute l'ambiguïté de ce pays sur la scène. Est-ce que selon vous, c'est une porte effectivement de sortie, retrouver une espèce de prospérité économique qui annihilerait d'une certaine manière les ambitions, ce projet civilisationnel d'Erdogan, ou est-ce que pas du tout, ça viendra s'ajouter, mais il restera toujours avec son projet, même une fois gagné les élections, si d'aventure il gagnait les élections. Je pense, si vous voulez, que cette question qui est fondamentale doit trouver déjà sa réponse au niveau d'où viendra l'approvisionnement gazier en question. Avec notre politique erratique sur la question russo-ukrainienne, aujourd'hui on constate que, en tout cas, le gaz russe ne transitera pas par la Turquie. La seule option véritable, si vous voulez, c'est le gaz iranien. On l'oublie, mais l'Iran recèle en son sein les principales réserves gazières au monde. Les principales. Donc si aujourd'hui il est question, si vous voulez, de faire transiter le gaz venant de l'Orient vers l'Europe, c'est le gaz iranien ou le gaz turkmène à travers l'Iran vers l'Europe.
Sauf que la Turquie aujourd'hui, on n'est pas certain que la Turquie va faciliter la chose. La Turquie va entrer en conflit prochainement avec l'Iran. Si la Turquie maintient, si vous voulez, sa volonté de diviser le territoire souverain de l'Arménie en deux, avec ce corridor ridicule qu'ils veulent creuser à travers l'Arménie qui s'appelle Zangezur, pour permettre à la Turquie d'avoir un accès terrestre au Caucase et à l'Asie centrale. Je ne suis pas certain que la Turquie va connaître une période de paix. Regardez sur la partie orientale de la Turquie, avec la question kurde. Les Kurdes représentent plus de 20 millions d'habitants. Ces Kurdes-là, aujourd'hui en Turquie, sont très maltraités. Sur les dizaines d'années qui nous précèdent, il y a peut-être 50 000 morts kurdes dans cette partie de la Turquie. L'instabilité aujourd'hui menace la Turquie, ce de temps que la Turquie, on l'a bien vu avec la question de Kobané en Syrie, a déclaré une guerre ouverte contre le peuple kurde. Est-ce que la Turquie va pouvoir devenir un hub énergétique? Je n'en suis pas convaincu. Est-ce que la Turquie va connaître une période trouble? Je le pense. Est-ce que la Turquie risque de perdre l'intérêt territorial qu'il caractérise avec la question kurde? Je crois que c'est réellement un enjeu. Pour moi, ce sera le prochain conflit. Alors justement, la question est intéressante là aussi, puisque vous le rappelez, les Kurdes, c'est en gros un quart de la population, mais bizarrement, y compris les partis de l'opposition, n'affichent pas un soutien aux Kurdes de peur d'être mal vus par la population turque. Alors bien sûr, appelons ça la gauche, même si c'est un peu un tropisme franco-français ou européen, mais c'est quand même la gauche. Elle a du mal à afficher son soutien aux Kurdes. Et comment vous l'expliquez? Mustafa Kemal Atatürk voulait recentrer la Turquie sur la Turquie anatolienne des personnes turcophones d'origine turque. Il est d'ailleurs sur la même longueur d'onde, sa pensée, avec Erdogan. Ils ont la peur et une crainte réelle de voir la Turquie de nouveau rétrécir avec la perte de toute la partie orientale de ce pays et la création d'un nouvel État kurde moderne. Donc, qui que ce soit en Turquie qui apporte son soutien vis-à-vis de la population kurde, que je vous rappelle, parle une langue indo-européenne, davantage persanophone que turque, et qui est en conflit avec la Turquie, quelle qu'elle soit, est perçu par la population comme étant quelqu'un qui milite pour la dislocation de la Turquie moderne. Donc les Kurdes ne peuvent trouver globalement des soutiens au sein de la population turque en Turquie. D'ailleurs, qui que ce soit, si vous voulez, qui conteste ces valeurs fondamentales, est aujourd'hui banni et honni par la société turque. Que ce soit Pamchouk, si vous voulez, qui a évoqué la question du génocide arménien, que ce soit d'autres qui militent pour une égalité des droits entre les Turcs et les Kurdes, ce sont des personnes qui sont interdites d'onde, ostracisées et exclues de la société. Mais évidemment, c'est le point fort d'Erdogan. C'est son point, bien sûr. Et d'ailleurs, vous le dites, ça m'a beaucoup frappé, ça. Dans cette volonté de résurrection d'un certain empire, il y a bien sûr la religion, le fait religieux, mais il y a aussi la langue, parce que vous dites, être turc, c'est parler turc. Oui, bien sûr. Si vous voulez, encore une fois, les Turcs ottomans qui sont arrivés dans cette partie de l'Europe que fut naguère Constantinople, c'était 60 000 hommes à cheval. Où étaient les femmes turques qui les accompagnaient, à part dans les campements pour les seigneurs de guerre? Il n'y en avait pas. Donc les Turcs qui sont arrivés, si vous voulez, se sont insérés dans la population locale. Et physiquement, si vous voulez, si vous prenez un Turc d'Istanbul, un Ouïghour en Chine, qui sont les vrais Turcs historiques, ethniques et linguistiques, il n'y a aucun point commun. Aucun. Mais il n'en a pas moins qui se sont constitués, si vous voulez, cette gloire passée, avec ce grand chef guerrier Osman qui est arrivé des steppes, et il s'identifie dans la turquitude. Les Kurdes aujourd'hui ne parlent pas la langue turque. Bien sûr, ils le parlent parce qu'ils habitent en Turquie, mais leur langue naturelle est une langue indo-européenne. D'ailleurs, au même titre qu'elle est langue de l'Europe. Le problème aujourd'hui de la Turquie, c'est la crainte absolue qu'ils éprouvent au niveau de leur perte territoriale, avec la question kurde notamment, et d'où leur volonté de s'ancrer dans les conversations de faits religieux. L'islam, si vous voulez, aujourd'hui est devenu quasiment un facteur identitaire. C'est le cas d'ailleurs en France, d'ailleurs on le voit bien, avec ceux qui appartiennent à des minorités issues de l'immigration. Vous avez des centaines de milliers de Français issus de l'immigration qui sont turcs, qui reçoivent leurs prêches au quotidien, venant directement du ministère des Affaires religieuses en Turquie. Et il essaye, si vous voulez, à travers ces deux racines, turques et islamiques, de glorifier le passé et d'y ancrer le présent.
Surtout que la perception à l'Est, c'est que l'Europe, si vous voulez, connaît un grand déclassement. Qui oserait, si vous voulez, il y a 50 ans, insulter le général de Gaulle? Eh bien, Erdogan n'hésite pas. Il insulte le président de la République française. Parce que, en Europe, il y a, si vous voulez, un sentiment de déclassement, aussi bien sur le plan domestique, au niveau des institutions, qu'au niveau international. Quand vous avez un bâtiment français qui, dans le cadre d'une mission de l'OTAN, essaye de contrôler un cargo turc et qui se fait illuminer par un bâtiment de guerre turc, que fait la marine française? La marine française, sur instruction directe de l'état-major de l'Élysée, quitte l'endroit au lieu de tirer. On n'ose plus s'assumer, si vous voulez, en Europe occidentale. On n'ose plus assumer sa fierté. On est coupable pour toutes les raisons que l'histoire nous a imposées dans tous les sens. Et en Orient, ils perçoivent, si vous voulez, cette inertie comme un signe de faiblesse. Et donc nous avons en fait une société qui est perçue à l'Est comme étant une société déclinante, affaiblie et incertaine de son passé, face à des nations comme la Turquie, comme la Perse, comme les Russes de Poutine, qui recréent l'empire de Romanov, comme la Chine, qui sont convaincus de leur sens de destin. Et donc, si vous voulez, on est dans une situation où en face, vous avez des gens qui sont disposés à engager des soldats pour mourir pour leur idée, et qu'en France, malheureusement, on a oublié que pendant la bataille de la Somme en 14-18, on avait 50 000 morts jour, et qu'aujourd'hui, s'il y a malheureusement un soldat qui tombe, qui rentre, on ferme le pont Alexandre III. Ce que vous êtes en train de démontrer, c'est que, un peu comme la Société des Nations dans les années 30, aujourd'hui, tous les organismes supranationaux, et a fortiori l'OTAN, ne sont plus adaptés à la situation, que ce soit l'ONU, que ce soit l'OTAN, que ce soit finalement tous les organes supranationaux, face à un monde qui bouge très vite, avec un regain des nationalismes, un regain des protectionnismes, des empires que les uns et les autres veulent reconstituer sur la base d'un passé fantasmé ou réel, avec une forte connotation religieuse et cette forme d'empire passé prestigieux. Est-ce que finalement, la question, quel que soit le résultat des élections, la Turquie peut-elle rester dans l'OTAN ? La Turquie n'est plus qualifiée pour rester dans l'OTAN. Quand la Turquie, si vous voulez, s'adresse au peuple grec, elle leur dit « Un jour, vous allez vous réveiller avec les Turcs qui auraient débarqué la veille », ça veut dire quoi être resté dans l'OTAN? On menace un autre pays membre de l'OTAN, un autre pays européen, ça n'a aucun sens. Si vous voulez, tout à l'heure, au niveau des informations qui étaient présentées, j'ai entendu le président de la République parler de souveraineté militaire de l'Europe. C'est ridicule. Même dans le budget aujourd'hui approuvé, issu du livre blanc, cette augmentation budgétaire, si vous voulez, nécessaire qu'à couvrir le coût de l'inflation et à remettre à jour notre dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que notre armée aujourd'hui n'est même pas structurée pour mener une bataille de ce genre. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Dominique Merchet, qui est spécialiste de la défense, qui disait que dans un conflit comme le conflit ukrainien, l'armée française peut tenir 80 km. C'est tout. Et donc nous, on est là, face à des pays... Je vous rassure, vous le savez bien, seul Macron croit à ce qu'il raconte à propos de la souveraineté européenne et notamment militaire. Ça n'a aucun sens. On n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais revenir sur 2 points essentiels qui me paraissent essentiels en tout cas pour comprendre la Turquie vraiment. Donc ce livre, Ardavan Amir Aslani, La Turquie, nouveau califat aux éditions L'Archipel, c'est d'abord le rapport d'Erdogan, les liens d'Erdogan avec les frères musulmans. Vous l'avez dit en début d'interview que c'était un frère musulman qui était à la tête de la Turquie. Vous l'évoquez aussi dans le livre. Les liens, en fait, quels sont les liens avec les frères musulmans et puis avec d'autres organisations islamistes de Erdogan? Si vous voulez, les frères musulmans, c'est plutôt la face présentable, si j'ose dire, de l'islam politique. Ce sont des gens qui sont bien habillés, qui mettent la cravate, qui sont présentables. C'est pas les fous furieux de Daesh avec la barbe qui monte jusqu'au nombril. Mais derrière ça, si vous voulez, vous avez le même programme. C'est-à-dire le programme qui consiste à transformer la société pour que la société devienne une société religieuse. Parce que contrairement, si vous voulez, au christianisme, où il y a la parole du Christ par rapport à la séparation de l'Église et de l'État, rendez à César ce qui est à César, l'islam ne connaît pas de distinction entre le pouvoir politique et laïque et le pouvoir religieux. C'est la même chose. Pareil, si vous voulez, que la question de foulard n'est pas qu'un geste. Dans le Coran, il est clairement marqué, une sourate du Coran, traite la femme, le corps d'une femme, comme un champ qu'il convient de labourer. La femme est considérée comme une propriété, si vous voulez. Donc les frères musulmans visent à introduire le fait religieux
directement dans les modes de gouvernance. Que la loi, si vous voulez, qui est le fait de l'homme, cède la place à la loi qui est issue de la volonté divine. Parce que l'homme ne peut pas légiférer dans un domaine qui regarde Dieu. Et ils le font avec délicatesse, si j'ose dire, pas avec violence, mais à terme, ça aboutit au même résultat. Avec des techniques qui s'inspirent du trotskisme, d'ailleurs. Bien sûr, et puis surtout dans la pratique, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que ce soit chez les Français de l'immigration d'origine turque ou d'origine nord-africaine, pardonnez-moi, à un moment ou à un autre, les instructions, les prêches viennent de l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on ne contrôle même pas ce qui se dit dans les mosquées qui sont sur le territoire. Et nous avons en fait procédé à des abandons de pans entiers de la société en faveur des puissances étrangères. L'Algérie fait ça, le Maroc fait ça, les Saoudiens, les Qatars font ça, et la Turquie aussi. Sur, je sais pas, les 800 000 Turcs Français d'origine turque qui habitent sur le territoire. C'est un abandon. C'est un abandon. Surtout face à un homme politique qui, s'il est élu, veut réellement transposer la religion musulmane au devant de la scène politique. Effectivement, et une dernière question aussi, c'est sur cette nouvelle société turque, cette jeunesse notamment, et puis ces femmes qui participent aussi à l'indécision de l'élection présidentielle, puisque on voit émerger cette jeunesse assez occidentalisée culturellement, qui à la fois s'oppose frontalement à Erdogan, voire qui même est un problème économique pour la Turquie, puisque ce sont des cerveaux qui quittent ce pays. Alors, parlez-nous aussi un peu de cette jeunesse, pour finir. Si vous voulez, il y a un grand penseur persan qui disait que plus la science et l'éducation avancent, plus le fait religieux musulman recule. Donc en Turquie, vous avez cette jeunesse très éduquée, très ouverte sur le monde, qui n'en veut pas de ce régime islamique, qui n'en veut pas de ce retour vers le passé, qui veut l'avenir. Malheureusement, ils sont minoritaires. Malheureusement, leur destin va se jouer le mois de mai prochain. Si Erdogan l'emporte, eh bien, on va avoir une société divisée avec probablement beaucoup de départs en immigration. Écoutez, en tout cas, à suivre. Merci beaucoup, Erdavan Amir Aslani. On rappelle que vous êtes avocat d'affaires, essayiste, analyste des enjeux géostratégiques, politiques, économiques et religieux au Moyen-Orient. On va citer vos derniers livres, La République islamique d'Iran en crise systémique aux éditions L'Harmattan, Le siècle des défis aux éditions L'Archipel, ou encore Arabie Saoudite de l'influence à la décadence, toujours aux éditions L'Archipel. Et nous vous recevions aujourd'hui pour ce livre vraiment passionnant sur la Turquie, nouveau califat, toujours aux éditions L'Archipel. Vous êtes un homme fidèle en édition. Et merci à vous, Didier Maisto, on rappelle, journaliste indépendant et directeur de Sud Radio.